Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'autisme. C'est un trouble du développement de très jeunes enfants. C'est un trouble qui est souvent sévère et qui peut engendrer un handicap très important. Je passe sur les objectifs des cours. Vous devez savoir que l'autisme, il atteint l'enfant jeune, moins de 3 ans. Il est caractérisé par un fonctionnement qui est déviant et ou retardé dans chacun des domaines suivants. Donc il y a soit au niveau de l'interaction sociale, au niveau communication et au niveau comportement. Au niveau interaction sociale, donc l'enfant autistique, il fuit le regard. On a l'impression comme quoi il est sourd. Il est en retrait par rapport à l'autre. Il n'y a pas le jeu interactif ou le jeu associatif. Il n'y a pas le jeu d'imagination ou d'imitation. Imiter dans les jeux d'imitation, donc imiter la poupée, imiter la maman, faire des gestes comme l'autre, comme le grand. Il y a un refus au niveau contact. Comme l'illustre l'image suivante, donc vous voyez dans l'image l'enfant qui ne peut pas établir le contact avec les autres, donc il ne cherche pas à regarder. Donc après, c'est des images qui sont très parlantes. Vous voyez donc l'enfant qui manque d'intérêt par rapport aux autres au niveau de l'image. Au niveau communication et langage, le langage chez l'enfant, donc il faut savoir comme quoi chez l'enfant autistique, il y a 50% des enfants autistiques qui n'ont pas de langage. Et même quand le langage est présent, il y a beaucoup d'anomalies au niveau du langage. Le langage n'a pas cette valeur communicative. Comme vous voyez donc dans le schéma au-dessous, donc le langage soit il est absent, soit il est retardé, ou bien un langage qui est étrange dans sa forme, dans son contenu. Le langage n'est pas utilisé dans un monde communicatif avec l'autre. L'enfant, concernant donc les intérêts de l'enfant, on regarde chez l'enfant autistique qu'il y a des mouvements qui sont stéréotypés. Comme vous voyez dans l'image, c'est des mouvements bizarres, c'est des mouvements répétitifs. Donc, ils ont tendance à agiter les mains, à se balancer avec des postures qui sont inhabituelles. C'est des enfants qui sont intolérants au changement. Ça veut dire que l'environnement doit rester immuable. Et s'il y a un changement quelque part, ça frustre ces enfants. C'est des enfants qui paraissent, comme vous voyez dans les images suivantes, c'est des enfants donc, qui ont des anomalies perceptives, des anomalies auditives, des anomalies visuelles, des anomalies olfactives. Là, vous voyez donc l'action de l'enfant dans l'image. Ils ont une action particulière, l'action de flairer les objets. C'est des enfants qui pleurent facilement, donc sans raison apparente. Ils peuvent passer au rire aussi sans raison apparente. Présentent des troubles alimentaires aussi sévères, des troubles de sommeil sévères, des enfants qui passent par des moments de crise et des colères, parfois avec des automutilations, comme vous voyez dans l'image qui est très parlante. Il faut savoir que l'autisme, la prévalence de l'autisme, il est de plus en plus en augmentation. Dans le monde entier, il est de 5 pour 10 000 personnes. Ça touche les garçons beaucoup plus que les filles. Dans 80% des cas, il y a un retard mental qui est associé. Dans 25% des cas, on trouve des pathologies associées. Et les facteurs pronostiques, ça dépend du développement de langage et aussi du retard intellectuel associé. Et une chose importante concernant les facteurs de risque, parce que beaucoup de gens posent la question, est-ce qu'il y a un problème entre la fonction des parents, entre la catégorie socio-professionnelle des parents, mais en fin de compte, il n'y a pas d'association entre les deux. Il faut savoir qu'il y a 90% d'autisme qui est idiopathique, 80% d'autisme sont idiopathiques.
Et dans 10%, il y a association avec certaines pathologies comme l'X fragile, la neurofibromateuse, la sclérose tubereuse de Bourneville, notion comme facteur de risque des complications pré- et postnatales. Concernant la génétique, pour les jumeaux monozygotes, le risque est supérieur à 90%, donc il y a un terrain génétique dans l'autisme. Comment on fait le dépistage de l'autisme chez l'enfant? Alors, il y a des recommandations. Les signes, normalement, ne sont pas spécifiques. Il y a des signes d'alerte qui ne sont pas spécifiques. Mais il faut savoir penser au diagnostic, certes, quand on a des symptômes. Ces symptômes, ils sont fréquents. Quand il y a une association de plusieurs symptômes, quand ils sont intenses et quand ils sont persistants. Alors là, il faut penser à l'autisme. C'est vrai que le diagnostic, il est difficile. Le diagnostic, il est difficile, mais il engage le pronostic parce que si l'enfant n'est pas pris précocement, donc possibilité d'avoir, comme je l'ai dit en tout début, possibilité d'avoir un handicap sévère, alors qu'une prise en charge, quand il y a un dépistage qui est précoce, l'enfant il va avoir beaucoup plus de chances pour être adapté, beaucoup plus de chances pour être bien socialisé et aussi beaucoup de chances pour l'apprentissage. Alors, donc, il faut se garder quand on est devant un enfant autistique et on pose le diagnostic de l'autisme, mais il faut pas, donc il faut faire d'abord une évaluation très soigneuse parce que ça engage le pronostic. Hein, donc, si on le dit, donc, si on dit que le patient il est autiste aux parents, il se peut que le parent, là, ça va être très difficile pour eux d'accepter un tel diagnostic. Et là, donc, il y a possibilité que l'enfant donc, il sera négligé. C'est pourquoi donc, il faut faire une évaluation soigneuse. Il ne faut pas inquiéter les parents de façon inutile. Il faut rassurer. Il faut dire aux parents, donc, surtout quand il y a des signes, donc il faut pas dire que rassurer les familles et dire voilà ça va passer. Donc non, mais il faut être quand même vigilant. Il faut expliquer aux parents les anomalies constatées, tout en montrant comme quoi cet enfant il a des compétences et ces compétences ils sont intactes et on peut même émerger d'autres compétences chez cet enfant. Alors donc rapidement quand on suspecte des signes autistiques chez un enfant, il faut l'envoyer rapidement chez un spécialiste, des pédopsychiatres, pour avoir une équipe. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire où il y a les pédopsychiatres, les psychologues, les psychomotriciens, les orthophonistes, pour faire un bilan qui est large et pouvoir poser le diagnostic de manière beaucoup plus précoce et évaluer le retentissement de cette pathologie sur le quotidien de l'enfant. Donc, l'autisme, c'est un trouble envahissant du développement qui peuvent, donc, les anomalies peuvent se voir que ce soit au niveau de la motricité, que ce soit au niveau des perceptions, que ce soit au niveau de la communication, au niveau du développement de l'émotion de l'enfant, au niveau des comportements, au niveau des fonctions cognitives et aussi au niveau des fonctions instinctives de l'enfant. Et là, donc, peuvent être associés et possibilités, donc, ces troubles peuvent être associés à une pathologie qui est connue. Certaines échelles sont importantes, peuvent aider, ils ne sont pas pathognomoniques, mais peuvent aider au diagnostic de l'autisme. Vous avez donc d'abord la classification, des classifications DSM qui permettent de mettre les critères pour poser le diagnostic de l'autisme. Puis il y a des échelles que vous avez devant vous. Donc ce sont des échelles qui permettent le dépistage et aussi des échelles qui permettent aussi d'évaluer l'intensité des symptômes autistiques, les symptômes de l'autisme. Alors, il y a une variation clinique. C'est un tableau qui est polymorphe. Et il y a une variation clinique et en fonction de l'âge. Là, par exemple, les enfants qui sont de 0 avant l'âge de 6 mois, vous avez ces symptômes suivants que vous voyez devant vous. Donc, c'est des enfants qui paraissent indifférents
au monde sonore. Donc, la famille, ils ont l'impression que c'est des enfants sourds. Et il y a une anomalie de regard. C'est des enfants qui ne sourient pas au bout de 2-3 mois, alors que le sourire, vous le savez bien, comme quoi il a une valeur sociale. C'est des enfants qui sont trop calmes ou bien trop excités. C'est des enfants qui ont des problèmes de sommeil, problèmes d'alimentation, donc un trouble de sommeil, un trouble d'alimentation. Ils n'ont pas de platitude anticipatoire. Et là, vous avez des images qui sont trop parlantes. Donc, vous voyez donc la maman qui est très inquiète, elle est devant le bébé, mais le bébé ne cherche pas à avoir le contact avec elle. Vous voyez des enfants qui sont très calmes. Le schéma qui est en bas, l'image qui est en bas, la maman qui essaie de prendre l'enfant dans ses bras, mais le bonbon, le bébé, donc il ne réagit pas à ce comportement de la maman. Donc, il paraît hypotonique. Et vous voyez donc l'image, le bébé qui ne tend pas les bras pour être porté. Entre 6 mois et 12 mois, donc il y a des comportements bizarres, il y a des jeux solitaires, ces enfants qui jouent seuls, avec les doigts devant les yeux, avec des balancements de corps. C'est des enfants qui utilisent les objets d'une manière inhabituelle. Par exemple, ils prennent une poupée, l'arrachent, arrachent la tête, arrachent les pieds, etc. N'ont pas d'intérêt pour les personnes. Et quand ça commence donc à cet âge, donc il y a les difficultés de langage, donc les problèmes de langage commencent à apparaître. Ils ne sont pas dans l'émission du JASIS. Et c'est des enfants qui sont hypotoniques ou bien des enfants qui sont donc hypoactifs en général. Vous voyez les images qui en parlent. Donc, ils rentrent difficilement en relation avec la maman. Donc, c'est des nourrissons donc, qui sont pauvres lors des séparations et de retrouvailles. Donc, il n'y a pas d'action quand ils sont séparés de leur maman, ou bien quand les mamans les retrouvent de nouveau. Donc, il n'y a pas cette interaction sociale. Entre 1 an et 2 ans, donc absence de langage, les jeux sont pauvres, il y a stéréotypés gestuels. Les enfants sont fascinés surtout par tout ce qui est en mouvement et par les lumières. Les enfants qui peuvent avoir des troubles de marche, avec donc des enfants qui peuvent avoir des automutilations. L'image, vous voyez l'image qui illustre bien donc ces problèmes d'automutilation. C'est des enfants qui ne jouent pas, c'est des enfants qui ne pointent pas avec le doigt. Alors, il y a 3 signes qui sont importants. 3 signes qui sont importants. Quand on est devant ces 3 signes, alors là, le risque de développer l'autisme, il est important. C'est l'absence de pointage, absence de suivi de regard, mais aussi le jeu symbolique, faire semblant, le jeu symbolique que vous connaissez, on a déjà parlé de ça dans le cours de psychologie. Alors, donc, l'autisme avant 3 ans et possibilité d'avoir des diagnostics différentiels, donc avec une carence affective, avec une dépression de l'enfant, avec un retard mental simple, avec des troubles sensoriels comme la surdité, avec des troubles spécifiques de langage. Donc, avant 3 ans, il faut savoir éliminer ces symptômes. C'est important parce que même dans la dépression, dans les carences affectives, donc c'est des enfants en retrait. C'est des enfants qui ne vont pas se développer sur le plan de langage, etc. Parce que donc il y a un problème d'estime de soi, il y a un problème de même si ces enfants, donc c'est des enfants donc ils sont dans une mauvaise interaction avec l'autre parce qu'ils sont en difficulté, ils sont en souffrance. Les problèmes sensoriels aussi quand il y a une surdité, là aussi c'est un problème majeur chez l'enfant qu'il faut faire attention. Un enfant qui est sourd de naissance peut ne pas acquérir les capacités par la suite. C'est pourquoi il faut vraiment faire une analyse, une évaluation globale de l'enfant quand on est devant des signes particuliers. Donc il faut faire un bilan clinique, il faut faire un bilan somatique, examen ORL, examen ophtalmologique, donc examen général neurologique. Il faut faire un bilan psychologique très important pour voir le bilan donc, psychologique. Il y a plusieurs tests qui se font chez les enfants qui sont importants, qui permettent donc, des tests d'intelligence, des tests concernant donc,
donc les tests d'intelligence, etc. Et des tests qui sont très importants pour voir les compétences du bébé. Il faut faire un bilan, donc, comme je viens de le dire, bilan psychomoteur et bilan de langage. Le bilan somatique, bien sûr, chercher donc s'il y a un retard, s'il y a un déficit, s'il y a un problème d'épilepsie, s'il y a des problèmes génétiques. Le bilan complémentaire, c'est en fonction, donc sur le bilan, c'est en fonction de tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. Parce que l'autisme, donc, puisqu'il y a une association avec des troubles neurologiques, encore il faut éliminer les autres troubles, donc un bilan qui doit être complet. Le bilan psychologique, bien sûr. Donc, il y a des outils qui sont utilisés pour pouvoir orienter le diagnostic. Comme par exemple, il y a des outils qui sont utilisés pour voir les capacités de l'enfant. Il y a des outils qui sont utilisés pour voir surtout donc, une évaluation ludique de l'enfant. Des outils aussi qui sont utilisés pour voir l'évolution des symptômes chez l'enfant, qui sont très importants. Là, je vous montre donc une checklist qui est très très importante, qui est utilisée dans le dépistage de l'autisme chez l'enfant, surtout pour une première évaluation à l'âge de 18 mois. Donc, vous avez donc la section donc les questions qu'on donne aux parents pour répondre à la question, puis l'observation directe. Il oriente le diagnostic. Pour la prise en charge, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire, qui comprend 3 volets, un volet éducatif, un volet thérapeutique et un volet pédagogique. Et la prise en charge, il faut faire un travail en réseau. Qui dit travail en réseau, c'est les pédopsychiatres, les pédiatres, les psychologues, les orthophonistes, les psychomotriciens. C'est un travail en réseau. Et il faut qu'il y ait une équipe qui est spécialisée pour prendre en charge l'enfant autistique. Alors, le diagnostic, quand on veut poser le diagnostic ou annoncer le diagnostic, quand on a des symptômes et on veut annoncer le diagnostic, alors là, c'est comme je viens de le dire au début, c'est très difficile de dire le diagnostic, d'annoncer le diagnostic comme ça, mais il faut vraiment, ça doit être inscrit dans la relation, dans une bonne relation avec les parents. Et quand on donne le diagnostic, il faut qu'il y ait une information qui est claire, il faut expliquer les symptômes, il faut que l'information soit accessible aux parents et il doit être adapté. Il y a des parents qui sont très fragiles, il y a des parents qui ne vont pas accepter, donc l'information doit être adaptée. Il faut tenir compte des parents, de la réaction des parents, parce que la réaction des parents peut être rejetante si on dit aux enfants « votre enfant il est autiste ». C'est les parents, donc on peut être devant une réaction de rejet, alors que l'implication des parents dans la prise en charge d'enfants autistiques, elle est très importante. Et encore, dans l'annonce, dans la prise en charge, l'enfant autistique, il a des capacités. Il faut savoir émerger ces capacités par aider l'enfant à avoir une autonomie, donc aider l'enfant donc lui donner des moyens pour communiquer avec l'autre, c'est important. Donc, et ça, c'est le rôle des programmes psychoéducatifs. Les programmes psychoéducatifs. Alors, dans les mesures psychothérapeutiques, donc il y a des soutiens psychologiques que l'équipe doit faire aux parents avec une guidance parentale. Donc, il faut offrir quand même un cadre rassurant ou sécurisant pour la maman, parce qu'il faut lutter contre les angoisses de la maman et la dépression, surtout la maman qui sont beaucoup plus en contact avec l'enfant autistique. Il faut toujours, la famille, il souffre, donc il faut toujours faire intervenir, si c'est possible, donc un tiers pacificateur dans la relation dyade, dans cette relation dyade entre la maman et son enfant, puisque les mamans, ils dépriment quand ils voient des enfants autistiques, quand ils voient des anomalies comme ça les inquiète énormément. Il y a des prises en charge psychothérapeutiques, donc thérapie cognitivo-comportementale. Encore là, il faut encore il y a des donc il y a des gens qui sont formés là-dessus, c'est les pédopsychiatres qui sont formés, et il y a des méthodes, c'est très structuré, chez l'enfant. Et le but de ces thérapies cognitivo-comportementales, c'est qu'ils permettent de renforcer les comportements positifs chez l'enfant
et extinction des conduites négatives, comme par exemple les stéréotypes gestuels, les automutilations, etc. Donc, il y a une méthode qui est très élaborée, qui est très utilisée, c'est la méthode Teach. La méthode Teach, alors c'est une approche développementale. Donc, il permet d'abord, d'évaluer donc le problème en observant l'enfant. Il nécessite donc l'adaptation à l'environnement. Le travail, il est individualisé. Il y a des apprentissages qui sont très structurés pour l'enfant. Il y a beaucoup de choses dans cette méthode, donc il y a des choses qu'on apprend à l'enfant de manière beaucoup plus structurée. C'est une approche qui est très positive, qui permet quand même de visualiser, de s'intéresser aux potentialités de l'enfant et accepter quelques déficits, tout en faisant améliorer le patient. Cette méthode psychoéducative, donc, ça se fait en collaboration avec les professionnels et aussi avec les parents. Donc, on fait impliquer les parents. C'est une approche globale. Donc, ça se fait alors pour les mesures éducatives et rééducatives, rééducatives, alors quelle que soit la méthode proposée, alors c'est important, la qualité de la relation avec les soignants et la famille, il est primordial et il favorise la progression de l'enfant. Donc, prise en charge multidisciplinaire, il n'y a pas que les professionnels, mais aussi les familles, ils sont impliqués dans cette prise en charge pour pouvoir avoir une réponse qui est beaucoup plus positive. Bien sûr, d'autres prises en charge en fonction des difficultés de l'enfant, comme la psychomotricité, comme l'orthophonie. Et ce qui est important, c'est qu'il faut faire, comme je l'ai dit en tout début, quand il y a une bonne prise en charge de l'enfant, cet enfant autistique, à la fin, quand il y a un diagnostic précoce, quand il y a une bonne prise en charge en tout début, donc l'enfant va acquérir sa capacité. Donc, il y aura plus de chances pour les chances d'adaptation, les chances de socialisation et aussi d'apprentissage qui vont être beaucoup plus grands. Alors, pour les mesures pédagogiques, donc c'est possible que l'enfant autistique puisse avoir une scolarité normale. L'école aussi, c'est un relais de socialisation et aussi c'est un relais éducatif. Concernant les traitements peuvent avoir leur place. Utilisation des épileptiques quand il y a un problème d'épilepsie, donc vitaminothérapie, les neuroleptiques quand il y a des problèmes sédatifs ou incisifs, quand il y a des problèmes de troubles de comportement qu'on n'arrive pas à gérer. Les antipsychotiques aussi trouvent leur indication, mais en général chez l'enfant, les traitements psychoéducatifs, ils sont en premier lieu. Alors, les traitements pharmacologiques, ils sont utilisés quand il y a vraiment des troubles de comportement majeurs. Donc, les facteurs pronostiques, parce que la question qui se pose, quel est le devenir de l'enfant? Alors, il y a des facteurs qui sont liés à l'absence de déficience intellectuelle, à l'apparition de langage, parce que si langage, il y a des facteurs pronostiques. Donc, s'il n'y a pas parce qu'une déficience intellectuelle, quand même, ça aggrave le pronostic. Absence de langage, ça aggrave le pronostic. Mais quand le langage est là, quand il n'y a pas une déficience intellectuelle, le pronostic il est beaucoup meilleur. Il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement. Il y a des facteurs qui sont en rapport avec un diagnostic précoce, avec la prise en charge, avec le soutien familial. Tout cela. Donc, il y a un ensemble des éléments qui jouent un rôle important dans le pronostic évolutif de l'autisme. Enfin, à long terme, on peut avoir 20% d'insertion, développement de notre possibilité de développement d'autonomie, l'évolution plus sévère possible, évolution vers une schizophrénie aussi reste possible. Merci.